Et si vous pouviez livrer plus sans agrandir votre équipe? L'intelligence artificielle n'est pas un gadget, c'est un levier de création de valeur. One9 développe des solutions IA sur mesure pour automatiser vos processus. One9.ca, l'équipe de développement IA la plus efficiente au Québec, fière de propulser le balado Y a-tu pensé? L'intelligence artificielle change tout. Outils, risques, mythes, réalité. Y a-tu pensé? Comprendre, apprendre, s'adapter. Avec David Proulx, y a-tu pensé? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 4e épisode de Y a-tu pensé? Je suis avec mon co-animateur, Nicolas Béliveau. Nicolas, bonjour. Salut tout le monde, salut David. On s'en vient un petit peu plus rodé là, d'émission en émission. Là. Ça va être la meilleure à date. La meilleure à date et la pire à date. Bah, oui, également, comme l'IA. C'est comme l'IA. C'est le pire que ça sera jamais. Donc, on va toujours s'améliorer. Semaine dernière, tu as emmené une super de... aujourd'hui, on a différents invités. Ça va être super intéressant dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'environnement. Vous voulez écouter ça, c'est sûr. Donc, la semaine passée, tu as proposé, parce que moi, je parle quand j'utilise mes IA. Là, je tape plus vite que je parle, mais j'aime juste Non, tu parles plus vite que tu tapes. Il faudrait quasiment faire une compétition. OK. Je sais pas. Semaine prochaine. Donc, tu sais, quand on expliquait que l'IA, ça permet de démocratiser, que si on ne comprend pas un document, on peut demander de nous le résumer, de nous l'expliquer dans des mots qu'on connaît, bien, il y a aussi comment on écrit. Puis là, j'ai un message pour les gars puis les filles sur Tinder. Là. Je ne suis pas sur Tinder, là, j'étais avec Audrey depuis 26 ans, mais tu sais, comment ça va, S-A-V-A, c'est pas charmant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la voix, vous dites ce que vous voulez dire, et puis ensuite, bien, l'IA va s'occuper de l'écrire. Puis là, en passant, je parle du SAVA, mais moi, c'est sûr que si on m'avait passé les tests, je suis dyslexique. Là. Donc, tu sais, pour moi, de programmer, c'est difficile, je le fais, mais tu sais, écrire un courriel, c'est long pour moi. Donc, de pouvoir uniquement utiliser la voix, faire des erreurs, me tromper de mots et tout, bien, l'IA reprend la balle, puis ça fait que je suis correct. Donc là, j'ai deux manières que je veux vous donner aujourd'hui pour utiliser l'IA par la voix. Il y a la manière payante qu'il faut payer, puis il y a la manière gratuite. Donc, je vais commencer par la manière payante, vous montrer comment elle est agréable. Donc, la manière payante, là, présentement, je suis sur ChatGPT. Ça peut être dans n'importe quelle application. J'ai une application qui s'appelle Whisper. Et Whisper, j'ai juste appuyé sur une touche. Et ça l'active, la captation de ma voix. Donc, regardez, je vais juste appuyer sur FM. Et maintenant, tout ce que je vais dire va être retranscrit pratiquement instantanément. Je lâche ma touche et, boum, ça vient de l'écrire. Ouais. Également, la beauté de cet outil-là, c'est que je peux parler à moitié en français, à moitié en anglais. Et ça va passer d'une langue à l'autre d'une façon parfaitement fluide. Ou en espagnol, ou en votre langue. C'est ça. Donc, je vais essayer de ne pas prendre l'espagnol parce que je ne suis pas très bon, puis mon chinois est plus que poche. Donc, supposons que je décide de parler en franglais. On va voir s'il est capable de comprendre le terme franglais. And I hope it's gonna be working. Capable de parler le terme franglais. Bravo, I hope it's going to be working. Puis là, il n'a pas pris mes fautes de grammaire en anglais, que j'en ai mis 2 côte à côte. Donc là, ici, si je fais juste lui demander, en avant, je vais dire, corrige-moi ça. Je mets ma pause, je fais Enter, et puis là, il va me le corriger instantanément. Donc, ça, c'est magnifique. Puis, pour les entreprises, l'impact que ça peut avoir, c'est j'ai un client en allemand, un nouveau client allemand, que je dois lui expliquer que sa commande va être en retard. Bien, écris-moi un courriel en allemand, s'il te plaît, là, pour dire que la commande de 2000 tasses rouges qu'on devait livrer là, en date du 20 juillet va avoir 1 mois de retard. J'envoie ma commande. Je l'envoie comme ça, puis, tada, il va me l'écrire... comme ça, dans un courriel en allemand, prêt à partir. Bon, je ne suis pas capable de le relire, mais là, ça, c'est un autre sujet. Mais là, donc, il faut payer pour faire ça, selon ce que tu dis. Parce que Whisper, vu que c'est juste la touche FM, parce que ce qu'il faut comprendre, là, regarde bien ça. Je vais me prendre une note comme ça, là, flambant neuve. Regarde, là, je suis dans texte. Donc là, je suis dans un outil qui a 0 IA dans ça, là. J'appuie sur FN, je dis ce que j'ai à dire et ça l'écrit instantanément.
Donc, la beauté, c'est que tu peux t'en servir dans Excel, tu peux t'en servir dans Word. Ce logiciel-là, partout où est ton curseur, l'application Whisper est prête à écrire ce que tu as à dire. Donc, ça, c'est agréable parce que ça va vite. Tu n'as pas besoin de faire du copier-coller. La méthode gratuite, bien là, celle-là implique du copier-coller. Donc, toutes les plateformes d'intelligence artificielle, Anthropic, Grok, Gemini, OpenAI, ont tous des modules de reconnaissance vocale. Ouais. Le meilleur pour le français québécois, c'est, ça aussi, ça s'appelle Whisper, mais c'est le Whisper d'OpenAI. D'ailleurs, le logiciel Whisper utilise l'API de Whisper d'OpenAI. Là, ça fait beaucoup de Whisper, je parle le monde. C'est pas important ce que je viens de dire là. Je voulais juste montrer que je le savais. Donc, l'idée, c'est que ce que tu peux faire, tu viens juste ici. Bouge pas, je vais retrouver mon ChatGPT. Donc, puis là, je suis sur l'application, mais c'est pareil pour le web. J'ai un petit micro qui est ici, juste là. Donc, ce que je fais, j'appuie dessus. Je dis ce que j'ai à dire, even if it's in English. Ensuite, je clique sur envoyer. Puis là, il a fait exactement le même travail. C'est juste que là, si je veux aller le mettre dans mon courriel, si je veux aller le mettre dans Slack, si je veux le mettre dans Excel ou je veux le mettre ailleurs, bien là, à ce moment-là, il faut que je le copie et que je le colle. Et Gemini est moins bon, Anthropic est moins bon. Là, je dis ça, puis là, il y a du monde là, dans les commentaires. Là. Non, mais restons ChatGPT. C'est le plus simple et le plus accessible pour le commun des mortels. Exactement. Puis, si j'ai envie de donner un pro tip, partage pas mon écran tout de suite, Phil. Je veux juste aller quelque part avant. Je vais aller sur Grok, mais pas avec un Q, pas avec un K, avec un Q. OK? Puis là, tu peux repartager mon écran. Puis je vais mettre ça ici, Start Building. Je vais me connecter ici. Cache mes courriels, s'il te plaît, vite. Je vais vous montrer à quel point ça peut le faire à la vitesse de la lumière. C'est hallucinant. Je vais aller dans le play. OK, tu peux repartager mon écran. Je vais aller ici dans le Playground. Je suis habitué de le faire sur mon téléphone. Je devrais pas faire de l'impro comme ça. Prochaine fois, arrête-moi. Ben, tiens, pendant que tu cherches, je pense que c'est bien à noter qu'aussi sur ChatGPT, l'application mobile, donc là, on a montré l'exemple parce que tu parles à ton ordinateur et ça le transforme en texte et tu as la réponse en texte. Mais tu peux aussi juste communiquer vocalement et la réponse est vocale également sur l'application mobile, qui est quand même pratique et gratuite sur ChatGPT. Tu as totalement raison. Puis pendant que je réponds à ça, on peut partager mon écran. Je suis en train d'enregistrer qu'est-ce que je dis. Donc, ce que je veux faire, c'est montrer une très, très, très longue réponse. Là, ce que je fais, j'utilise Grok, qui est une sorte de processeur différent des processeurs d'NVIDIA. Ils ont été achetés par NVIDIA. Puis là, on va prendre comme 21 secondes de discussion. Puis quand je vais cliquer sur « Traduis-moi ça en texte », il va le faire automatiquement. Donc, regarde, j'ai 30 secondes ici. Puis là, j'appuie sur « Process ». Paf! Il me l'a déjà fait. Immédiatement. Vitesse de la lumière. Ben, c'est pas la vitesse de la lumière, là. Mais... et donc, ça, c'est un autre outil, mais ça utilise le modèle de langage Whisper. Exactement. Donc, puis Whisper, la beauté de ce langage-là, c'est qu'il est en open weight. Ah non, il est en licence MIT. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que les gens ont le droit de l'utiliser à des fins commerciales. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Donc, comme tu disais, on peut parler puis faire de l'aller-retour avec l'autre modèle. Donc, je vais le montrer ici. Qu'est-ce que ça donne? Je m'en viens ici. C'est là, moi, je vais me faire une nouvelle discussion. Puis, ici, je suis sur l'application. Je n'ai pas le mode discussion. Sur le téléphone, on l'a. Exact. C'est juste sur... Avant, on l'avait sur l'ordinateur, mais comme toutes ces applications IA, ça bouge vite, ça change beaucoup. Ouais. Mais en ce moment, c'est vraiment juste sur l'application mobile. Mais en anglais, en français, n'importe quelle langue. Et ça va vous répondre aussi dans n'importe quelle langue. Donc, même l'accent, il y a l'accent français de France ou l'accent québécois qui est quand même, aujourd'hui, quand même bien fait. Oui, puis comme on disait, une émission ou deux, le niveau d'intelligence des modèles vocaux en temps réel, on perd toujours un petit quelque chose parce qu'on ne donne pas le temps au modèle de réfléchir. Donc, c'était le segment éducatif de cette semaine et la semaine prochaine, surprise. Y as-tu pensé?
On est maintenant avec Joseph Aubu, fondateur de Léomed. Joseph, là, c'est un médecin. Il a étudié en médecine. Pendant qu'il était en résidence, en 2017, il a démarré son entreprise d'intelligence artificielle. Et là, je t'ai présenté comme Léomed, mais est-ce que j'ai le droit, là? C'est quoi le bon terme? Parce qu'il s'est passé quelque chose cette semaine. Là. Oui. Donc, on peut l'annoncer. Donc, Léomed a été acquisitionné par Purkinje. Okay. Donc, Léomed fait maintenant partie de la famille de Purkinje, oui. Donc, vous êtes acquis par Purkinje. Puis Purkinje, c'est quoi? C'est un logiciel dossier patient électronique, entre autres. Donc, c'est un logiciel dans plusieurs hôpitaux ici au Québec, utilisé par l'Armée, aussi du Canada, dans lequel tu vas mettre tes notes cliniques, dans lequel tu vas mettre, voir tes labos, autres éléments. Donc, un dossier patient électronique. OK. Ouais. Mais là, ça vient de se passer. Ça vient de se passer, annoncé il y a quelques jours. Bon, jeudi passé, même pas une semaine. Bon, puis tu étais déjà booké dans l'entrevue. Oui, donc, exactement. Je vous ai texté juste un peu avant, vous dire c'est en train d'arriver. Oui. Félicitations de vive voix en personne. Merci. Donc, Joseph, parle-nous un peu de ton parcours rapidement pour que tu nous expliques qu'est-ce que ça fait Léomed. Oui, absolument. Donc, le parcours commence où j'étais patient moi-même. Donc, avant même d'être dans Léomed, j'ai été patient hospitalisé pour des problèmes avec des poumons, des pneumothorax, des grosses opérations. J'ai fait mes 18 ans à l'hôpital, vécu des erreurs médicaux. Tout ce parcours-là m'a amené à finalement aller en soins infirmiers. Finalement, soins infirmiers, j'ai transitionné à Sciences Nat, à médecine. Puis, direct à médecine, j'ai tout fait sur mon iPad avec des apps. J'ai introduit à tout le monde. Si j'avais eu de l'argent d'apport de tous les gens que j'ai convertis sur l'iPad et des apps, là, je pense que ça a été parti. J'ai comme toujours été fasciné par ça. Puis dans mon externat, je commençais déjà à faire un aide décisionnel au niveau du diagnostic pour essayer de m'aider à balancer tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à développer. J'avais engagé des développeurs. Là, j'ai fait la première compagnie qui était au niveau de recherche et développement, d'IA. J'étais en web sémantique avant. Puis, donc, avant GPT, avant toutes ces choses-là, je jouais... C'était à la naissance des Transformers. Là. Oui, c'est ça. Donc, en fait, à ce moment-là, il y avait IBM Watson qui était là, que là, j'essayais de différentes choses, rencontrer le gars d'IBM. Mais je voyais que c'était pas... je parlais de scripts médicaux là, avant. Là, je dis non, aux États-Unis, il y a des scripts humains. Il faut des scripts AI qui vont transcrire. Le monde ils disaient, mais voyons, qu'est-ce que c'est quoi ça? Les scripts, c'est l'idée que tu as un preneur de notes par intelligence artificielle qui fait que le médecin n'a pas besoin de prendre ses notes. Exactement, pour faciliter. Fait qu'au final, ce que je réalisais pas que je faisais à ce moment-là, c'est que j'étais en train de faire une étude de marché indirectement. Je ne le nommais pas comme ça, mais je notais toutes mes frustrations. Chaque chose que je voyais, chaque chose que mes collègues voyaient, j'ai noté graduellement. Puis j'avais cet énorme document-là. Puis au final, le premier projet, il a dû être fermé, mais ça a transitionné vers Léomed. Donc, Léomed, c'est une plateforme d'orchestration de trajectoire de soins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que ça mange en hiver? Ça veut dire que tu peux suivre un patient dans son avant, son pendant et son après, peu importe ce type de trajectoire. On parle d'une chirurgie. Beaucoup de gens sont fait opérer ou les gens proches sont fait opérer. Avant ta chirurgie, tu sais, te préparer avant, tes tâches, tu fais ci, tu fais ça, tu as arrêté de manger, tu as arrêté de fumer. Et là, ensuite, quand arrive le temps que tu as fait ta chirurgie, bien là, après ta chirurgie, comment ça va? Tu as des photos de ta plaie, puis automatiser ce processus-là pour que ça se fasse automatiquement. Okay. Explique-nous le processus, parce qu'il y a 12% des chirurgies annulées par manque de coordination. Ah ouais. Fait que ça, c'est quoi? Là? Quand, par exemple, la personne, elle a mangé avant son opération, puis je ne le savais pas. Ben, tu le savais ou tu oublies. C'est la majorité des erreurs qui arrivent, c'est pas tant des choses qu'on ne sait pas, c'est des choses qu'on oublie. Tu es en train de me dire que l'intelligence artificielle fait des erreurs, mais les humains aussi? Oh, ben. Oh-oh. Ah oui, absolument. Donc, il y a tellement d'oublis niaiseux, puis beaucoup même des erreurs médicaux. C'est pas tant le médecin ne sait pas le diagnostic, c'est que sur le coup, il n'a pas mangé, il est fatigué, il y a telle chose, il est à la fin de la garde, puis il n'a juste pas pensé à tel diagnostic. Continue. Fait que l'idée, donc, c'est de dire, oui, effectivement, oublie pas, mets un post-it au pied de ton frigo, mange pas la veille, oublie pas, tu fasses telle chose, avant ta colonoscopie, t'as-tu fait tel élément? Et fait que tous ces manques de préparation-là, oubli ou toutes ces autres choses-là peuvent être vraiment diminuées. Et après, moi, là, je m'appelle après avoir été opéré, puis retourné à la maison, je me sentais désemparé. Je me sentais dans la nature. Comme, vers où est-ce que je vais si ça va mal? Il faut que je retourne à l'urgence, mais j'ai rien d'autre. Là, t'sais. Et donc, le fait de pouvoir savoir que je peux soumettre des questionnaires, je peux chatter même avec l'équipe clinique, je ne suis pas laissé pour comble. J'ai encore un lien avec l'équipe. Et ça arrive automatiquement, mais je me sens beaucoup plus rassuré dans le processus. Ça diminue les retours à l'urgence, diminue les réadmissions, tu attrapes les problèmes plus tôt, tous ces éléments-là. Tout ça avec de la coordination et de la communication. Exactement. Parce que quand on parle de 12% là, des chirurgies annulées,
ben c'est des chirurgies qui n'arriveront pas. Oui, puis parce qu'on ne peut pas mettre un autre patient à la des place. Des fois, dernière minute, ils vont essayer, essayer, ils voient qu'il n'est pas là, ils vont essayer d'appeler des gens, mais non, on a une liste d'attente énorme de gens qui doivent se faire opérer. Et là, quand il y a eu le temps, un bug de dernière minute, c'est majeur. Là. Tu perds une place dans la salle et il y a quelqu'un d'autre qui aurait bien voulu prendre ta place qui ne peut pas la prendre. Oui. Donc, comment ça fonctionne? C'est parce que là, on dit orchestration, trajectoire patient. Là, les fonctionnaires comprennent qu'est-ce que ça veut dire du domaine de la santé, mais les auditeurs, non. Puis je dis les auditeurs, mais en fait, c'est que j'essaie de cacher mon ignorance par rapport à la signification de ça. Donc, ça veut dire, comment ça se fait concrètement? Concrètement, là, ça veut dire que une des choses qui me frustrait sur le terrain quand je pratiquais, c'est que les logiciels étaient rigides. Je ne pouvais rien faire avec. C'est comme, tu acceptes ton formulaire, tu acceptes comment c'est organisé, puis that's it. Là, mais côté praticien ou côté patient? Les deux. Dans le sens que, tu sais, côté patient, d'habitude, tu n'avais même pas d'interface. Puis côté praticien, il fallait que tu deals juste avec l'interface qu'il te donne. Alors, nous, on repense... C'est carrément inversé. C'est comment est-ce qu'on peut donner les outils pour que les autres puissent faire ce qu'ils ont besoin de faire. Fait qu'ils ont le goût de... Je vais donner un cas très pratique. Okay? Donc, un anesthésiste a remarqué que les patients, soit qu'ils arrivaient, ils oubliaient, ou soit ils ne trouvaient même pas la place du rendez-vous parce que tu pars à l'hôpital, puis là, ça cause des retards et toutes sortes de choses. Fait qu'elle, elle a carrément sorti son sel, est arrivée dans le stationnement, elle a filmé la trajectoire du stationnement jusqu'à sa salle de rendez-vous, puis a commencé à l'envoyer au patient parce qu'elle avait les outils pour le faire. Moi, en tant que kilomètre, je ne peux pas aller filmer toutes les trajectoires au Québec, partout, là, ça ne marche pas. Mais elle, je lui donne l'outil de communiquer avec un patient, attacher une vidéo, tout ça, puis que c'est sécurisé et tout. Mais elle a dit, hey, j'ai telle idée, elle n'a pas besoin d'attendre après nous, elle n'a pas besoin de rien faire, elle peut le faire elle-même. Et j'ai même utilisé cette vidéo-là pour aller la rejoindre à un moment donné, puis c'était super pratique. Donc, j'ai... OK, mais là, ça, c'est important, là, parce qu'on parle d'un outil de décentralisation de la communication. Fait qu'on sait qu'il y a deux manières de gérer un État. Tu peux tout vouloir centraliser ou tu peux vouloir décentraliser. Souvent, l'État va vouloir centraliser au nom de l'économie de coûts de gestion. Mais en fait, ce qu'il crée, c'est plus de coordination et de distance avec les services qui emmène une augmentation des coûts. Donc, on aurait voulu faire ce que vous avez fait de façon centralisée. Il aurait fallu demander à tous les hôpitaux, puis là, d'écrire un guide sur comment filmer du stationnement jusqu'à la clinique avec un guide de meilleure pratique, puis là, faire la vidéo, le faire approuver, puis envoyer ça au ministère en haut, puis là, le ministère l'envoie dans le bon channel, dans le bon canal de communication, et ainsi de suite. Ça, c'est une manière de faire. Puis là, Léomède, ce que vous faites, c'est que vous donnez plus de pouvoir aux médecins dans les moyens de communication qu'ils ont avec les patients? Oui, exactement. En fait, c'est le ballon exactement entre standardisation et autonomie. Ce que tu exprimes, c'est exactement ça. L'équilibre entre le fait d'avoir tout ça standardisé puis contrôlé en haut et centralisé, puis avoir l'autonomie sur le local au niveau du terrain pour faire ce que... Fait qu'il y a un ballon à avoir. Si tu as trop d'autonomie, c'est le chaos, c'est n'importe quoi. Si tu as trop de standardisation, tu as souvent moins de qualité parce que tu n'arrives pas à itérer de façon rapide. Puis ce qu'on essaie, c'est de vraiment chercher le ballon exactement de ces deux-là. Donc, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut créer, mais ceux qui sont créés peuvent être partagés aussi et créer ensemble un standard qui est partagé. Fait que là, donc, tu as un cercle vertueux qui se crée où tu as l'innovation terrain. Cette innovation-là peut remonter. Puis on est en discussion même avec Santé Québec pour regarder qu'est-ce qui est possible, dans le fond, de ce côté-là, pour avoir des standards qui originent du terrain, mais qui peuvent être repartagés à d'autres et créer une espèce d'équilibre et de cercle vertueux de ce côté-là. Là. Ça, c'est magnifique. Donc, si on revient à la technologie que vous avez, comment ça fonctionne là, que la médecin elle a fait son film sur son téléphone? OK, mais comment le film de son téléphone atterrit sur le téléphone du patient? Oui, donc tu as des interfaces très, très simples, un peu comme un Google Forms ou un peu comme, même, disons, on va prendre un exemple, tout le monde connaît Facebook. Tu sais, quand tu arrives, tu veux faire un événement pour ta fête de ta fille, tu vas dans Facebook Events, tu crées un événement, tu as ton titre, tu mets tes images, tu mets la date et l'heure. Dans le fond, Facebook a démocratisé la création d'un site web d'une certaine façon pour ça. Parce que là, moi, je ne sais pas comment créer un site web, mais je crée une page qui est un Facebook Event et là, les gens peuvent se joindre, puis j'atteins mon but. Mais c'est un peu la même chose, mais pour un clinicien. Donc, tu crées, au lieu de créer un Facebook Event, tu crées un protocole qui est des suites d'étapes. Et là, je dis, OK, qu'est-ce que je veux faire dans le protocole? Mais j'aimerais ça envoyer un formulaire. D'accord. Tu veux l'envoyer par rapport à quoi? Mais par rapport à la date de chirurgie. OK. Combien de temps avant ou après? Ça va être 2 jours avant. Super. Puis là, dans mon formulaire, qu'est-ce que tu veux comme question dans ton formulaire? Question 1, 2, 3. Puis là, ensuite, comment tu vas grouper tes patients? Ça veut dire des patients, s'il répond 1 de telle façon, amène-le dans tel groupe. S'il répond de telle autre façon, amène-le dans tel groupe. Puis c'est super simple comme outil. Et donc, il y a un médecin qui est même devenu ému la première fois que j'ai montré. Puis il y avait les larmes aux yeux. Il dit,
Il dit, tu comprends pas de ce que tu as fait. Il dit, là, tu démocratises la TI pour moi. La TI, c'est une boîte noire que je pouvais jamais rien toucher. Et là, tu me l'amènes dans mes mains. Et je ne m'attendais pas à cette réaction-là, mais c'était le but. Mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État a deux choix, là. L'État paye des consultants pour aller mesurer les besoins, puis après ça, faire des wireframes, planifier, faire on appelle ça des mock-ups, là, on pourrait dire des maquettes de comment ça va fonctionner. Puis ensuite, ils programment le tout. Puis là, si le médecin veut changer quoi que ce soit, il faut rappeler puis repartir toute la boucle. Puis là, pendant ce temps-là, c'est notre argent qui s'envole. Avec Léomède, la beauté, c'est qu'ils prennent la plateforme et tu donnes le pouvoir aux médecins, aux infirmières de gérer leurs patients de la façon qu'ils veulent le faire. Et vu qu'ils font partie d'autres professionnels, on leur fait confiance. Donc, on peut leur donner ce pouvoir-là. Absolument. Puis, il y a des mécanismes de révision et d'acceptation pour qu'eux autres ont le droit de le créer ou eux autres ont juste le droit de le visualiser. Donc, une manière de protéger tout ça pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui sort de façon... Oui, protection des informations. J'imagine que vous n'êtes pas compliant. On est certifié même avec le TGV, première plateforme de télésanté, certifié avec un genre de SOC 2, une grosse certification du gouvernement pour tous les principes. C'est un genre de SOC 2, mais du gouvernement. Exactement. Okay. La trousse globale de SOC 2, en passant, si vous ne savez pas c'est quoi, là, c'est pour quand une entreprise veut protéger l'information, il y a une certification qui s'appelle SOC 2. Puis là, c'est que tu as un paquet de règles à respecter sur comment tu traites les données et tu donnes le droit à l'organisation de venir t'inspecter de façon surprise n'importe quand pour s'assurer que tu respectes l'ensemble des normes. Donc, quand une entreprise est certifiée SOC 2, ben tes données, ils sont bien traités. Absolument. Fait que le TGV, c'est l'équivalent, mais du gouvernement... Avec des normes encore plus médicaux pour traiter exactement comment tu gères les données médicaux au Québec, particulièrement. OK, c'est bon. Puis j'ai une question, elle n'est pas compliant par rapport à SOC 2, mais ça ne l'intéressera pas tout le monde. Fait qu'on en reparlera une autre fois. Donc, tout ce pouvoir-là est mis dans les mains des médecins. Des gens sur le terrain qui vivent les problèmes. Qui, dans le fond, on sera toujours surpris à quel point que les gens sont heureux de régler leurs propres problèmes. Oui, c'est clair. Oui. Et quand tu leur donnes les outils pour le faire, comment ils sont heureux de finalement... Tu sais, comme... Ils vivent le problème à chaque jour. Fait que finalement, quand tu leur donnes les outils, là, c'est comme un... La licence coûte combien? Non, ça dépend. Ça peut varier. Nous autres, c'est des échelles de patients. Dans le fond, as-tu comme 10 patients, 500 patients, 10 000 patients? Puis c'est l'intensité du suivi. As-tu comme... Parce que c'est pas juste des questionnaires, il y a aussi des appareils connectés. Tu peux suivre l'ECG, tu peux suivre les tensions artérielles, tu peux suivre la fréquence cardiaque. Fait que on connecte tous les différents éléments pour suivre un patient à distance. Tu peux même faire l'hôpital à domicile. Fait que tu vois le de tous les patients, tu le vois affiché à la télé, puis les tableaux de bord, ils regardent ça, puis les alarmes sonnent en alarme sonore. C'est vraiment l'hôpital à domicile. Ben, c'est du remote, remote patient monitoring. Mais explique-nous un peu l'angle IA dans tout ça, parce que pour le moment, moi, ce que je vois, c'est vraiment un outil de communication, un Google Drive ou Google Form donc, vraiment spécifique. Parle-nous de l'IA, où est-ce que ça s'intègre? Oui, donc en fait, ce qu'on a parlé de tantôt d'automatisation ou la rigidité des processus, ou ce que finalement, tu prends un 8 mois de processus, on l'amène à 8 heures. Fait que là, le 8 heures, on l'amène. Fait que là, tu peux créer en 8 heures, mais l'IA l'amène en 8 minutes. Wow. C'est là le gain. Parce que là, dans le fond, ce qu'on arrive, c'est que la manière c'est structuré, nous, on a donné à l'IA, et ce que lui comprend toutes nos fonctionnalités, tous nos outils. C'est comme si tu as toute la boîte à outils, le marteau, le tournevis, tout ça. Tu sais exactement comment il sert. Mon marteau, il sert pour des clous. Mon tournevis sert pour des vis. Ma scie sert pour ça. Et là, maintenant, quand je lui dis, je veux un formulaire de suivi de dépression, là, lui, il connaît les affaires. Et là, il va créer le formulaire. Il va créer toutes les questions. Il va les traduire automatiquement dans toutes les bonnes langues. Puis il va dire, moi, j'ai créé un PHQ9, qui est un type de formulaire. Révise-le, ça fait-tu du sens? Puis là, fait que là, dans le fond, le 8 heures vient de passer en 8 minutes. J'avais fait un test l'autre fois. Il y avait un possible client dans l'ouest du Canada. Il y avait une trentaine de formulaires et tout ça. Environ 30 minutes, il a tout passé, tout créé, puis je pouvais comme réviser après. Donc, ça vient faire un gain énorme en termes de productivité là, de ce côté-là. Mais dans le cas du PHQ9, il y a des copyrights à payer sur ce formulaire? Ça dépend de certains formulaires. Il y a des formulaires qui, effectivement... PHQ9, il faut payer pour ça. Oui, donc, il y a souvent les institutions, eux autres de santé, parce qu'en fond, c'est eux autres qui créent le formulaire. Okay. Donc, nous, on peut leur pourvoir certains templates, certaines choses comme ça, mais...
pour le côté de droit d'utilisation, c'est l'institution de santé qu'eux autres, dans le fond, ont le droit d'utiliser tel formulaire ou tel élément. Fait que s'ils le font sur papier ou s'ils le font sur les EMED, c'est... Bon. Puis là, tu sais, comme moi, je parle vite, toi, tu parles vite, là. Donc, on s'excuse pour ceux qui entendent lentement, mais vous savez que sur YouTube, vous avez l'option de ralentir le débit de mots à la minute. Normalement, le monde le font à 2 fois la vitesse, mais peut-être pour ça, ça va être 0.5. Tu sais, on va regarder le setting. On est déjà à 2x? Mais je veux que tu redises quelque chose parce que c'est archi important, puis je vais vouloir en faire un clip promotionnel. Donc là, si je comprends bien, le processus classique avec des consultants, comme l'ancienne manière de travailler dans laquelle on fait des trous à coût d'1 milliard, là, ce processus-là, pour un médecin, aurait pris 8 mois. Tu l'as automatisé en 8 heures avec ta manière traditionnelle Léomède. Et quand tu as mis l'IA, le 8 heures est devenu 8 minutes. Absolument. C'est fascinant parce que, dans le fond, les outils qu'on appelle des fois no-code ou sans code, c'est des outils, en fond, tu peux interagir toi-même avec l'interface puis modifier tes choses. On peut les utiliser finalement plus pour fine-tuner, donc c'est-à-dire pour raffiner ce qui en ressort. Mais l'IA, lui, il connaît tous les outils qui sont dans la boîte maintenant avec un MCP. Donc, c'est dans le fond une couche par-dessus un API. Un API, c'est comme une secrétaire qui connaît comment ton logiciel marche, à qui tu peux parler. Fait que cette couche-là permet à l'IA de parler à ta secrétaire, puis ta secrétaire connaît toutes tes boîtes à outils. Et donc, l'IA, lui aussi, dans le fond, connaît tes boîtes à outils. Et ça permet aussi d'utiliser les outils même que l'hôpital. Fait que l'hôpital a copilote, mais pas de trouble. Copilote peut parler au MCP, qui peut parler. Et donc, on est dans la phase bêta de ça, parce qu'on voulait s'assurer d'ajouter une intelligence artificielle de façon intelligente. Justement, parce que c'est facile de juste l'ajouter n'importe comment. Attends, tu es en train de me parler d'efficacité au lieu de me parler d'environnement puis d'éthique, là? on essaie effectivement. Mais tu sais, c'est facile, c'est soit de juste en parler de l'IA, ou c'est facile d'agir rapidement puis de juste le déployer dans le but de marketing, de déployer. Mais de bien réfléchir, qu'est-ce qui va vraiment ajouter de la valeur à mon utilisateur, puis qu'est-ce que lui veut vraiment faire là-dessus. C'est ça qu'on a vraiment essayé de prendre le temps de parler avec nos clients, d'essayer puis de voir différents angles. Là. Donc, d'ailleurs, la semaine prochaine, on a un invité sur le AI washing. C'est la semaine prochaine ou la suivante? En tout cas, très bientôt, un invité sur le AI washing. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Mais c'est vraiment encourageant ce que tu dis, parce que surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, l'engorgement du réseau de la santé, où est-ce qu'en 2026, ils utilisent encore des fax, que maintenant des médecins peuvent vraiment faire leur pratique versus juste gérer la communication, le pre-op et post-op. Le message qu'il faut passer, là, c'est qu'il y a l'ancienne manière de faire les choses qui prend 8 mois, qui maintenant, avec l'IA, prend 8 minutes. Et qu'on peut le faire d'une façon responsable, efficace, en protégeant les données. Absolument. Puis là, en ayant fait une belle business comme ça, ben là, une firme canadienne t'a acheté. Oui, et puis, une compagnie québécoise. Partie aussi par des cliniciens il y a 50 ans, cette année, si je ne me trompe pas. Wow, donc, puis ça, c'est même intéressant pour tous ceux qui se disent « Ouais, mais j'ai pas de jeunes ou j'ai pas d'innovation. Qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise? » C'est pas une question d'avoir des jeunes, c'est pas une question de tout ça. Des fois, tu peux faire, disons, un move comme aller chercher quelque chose à l'extérieur, comme un Léomède, l'amener à l'intérieur, mais tu n'as pas besoin de... Si tu sais parler, si tu sais écrire, puis si tu sais poser des questions, tu peux utiliser l'IA. Dès maintenant. C'est pas compliqué. Si tu sais même pas quoi faire avec l'IA, demande à l'IA qu'est-ce que tu peux faire, puis demande-lui qui te pose des questions. Il dit, je sais pas quoi faire, monsieur IA. Qu'est-ce que je peux faire avec toi? Mais tu peux faire ci, tu peux faire ça. OK, mais pose-moi des questions sur... Puis là, tu sais, si tu sais juste poser des questions et lire et écrire, tu peux utiliser l'IA, puis tu vas être surpris de ce que tu vas être capable de faire. Mais en fait, tu n'étais pas là pour le segment là, d'éducation où j'enseigne les gens comment utiliser l'IA, mais même si tu ne sais pas écrire, puis tu sais pas, tu peux utiliser l'IA, puis c'est ça que j'expliquais tantôt, juste avant notre segment. Si tu sais parler. Mais Joseph, merci, ça a été un plaisir. Y as-tu pensé? Donc, je suis à la partie où je peux faire ma plug, d'expliquer comment mes compagnies peuvent vous aider, vous servir. J'ai quelque chose de vraiment le fun dans Bullseye qu'on vient de lancer. On a embauché quelqu'un qui a une maîtrise en pédagogie et pour former les entreprises à utiliser l'IA. Donc, c'est sûr, moi, je me spécialise dans la stratégie puis le déploiement d'agents avancés puis de l'automatisation. Mais les gens nous le demandaient. On veut avoir des ressources fiables pour pouvoir nous montrer comment bien utiliser l'IA. Donc, c'est ma méthodologie, ma manière de faire que j'ai enseignée à cette personne-là qui a une spécialité en pédagogie, qui va en entreprise. Donc, Copilot, on a un cours sur Cowork, un cours sur la gouvernance de données, la gouvernance de l'IA, donc pour aider les entreprises à faire une bonne utilisation de l'IA.
Y as-tu pensé? On est maintenant avec Mathieu Lanneuville, PDG de Réseau Environnement. Bonjour Mathieu. Bonjour. On est content de te recevoir. Moi aussi, je suis content d'être avec vous. Ben oui, donc là, on est là pour parler, première fois qu'on reçoit un organisme au lieu d'une business à l'émission, parce que l'IA, c'est pour tout le monde. Puis là, on est intéressé de savoir comment vous utilisez l'IA dans Réseau Environnement. Mais avant, présente-nous donc ton organisation. Oui, Réseau Environnement, c'est un OBNL, une vingtaine d'employés et surtout environ 3000 membres des secteurs publics, privés, académiques. Puis la mission de l'organisation, c'est vraiment d'accélérer la transition pour un monde durable. Alors, on travaille beaucoup en co-création avec les gouvernements du Québec, du Canada, puis même à l'international, pour qu'on ait les meilleures pratiques basées sur la science qui se mettent en place. Ah, c'est super ça. Donc, 3000 membres, tu as dit Québec ou Canada, tu m'as dit? 90-95% au Québec. Une certaine base canadienne et internationale. Okay. Puis c'est super important, là, parce que si on veut un meilleur environnement, ça nous prend des meilleures pratiques. Il faut coordonner tout le monde. Là. Tout à fait. Puis qu'est-ce qui est intéressant, on a un côté pragmatique des gens sur le terrain avec l'entreprise privée. On a les universitaires, les chaires de recherche, les gens des centres de transfert technologique des cégeps aussi qui sont là pour nous mettre sur le parfum les dernières avancées. On a des startups, des municipalités. Alors, c'est vraiment un amalgame de l'ensemble des spécialistes en environnement qui se réunissent. Alors, une très grande diversité, puis aussi beaucoup de secteurs d'activité, la gestion de l'eau, les matières résiduelles, les sols contaminés, la biodiversité, l'énergie. Alors, vraiment, tous ces gens-là qui sont là pour se rassembler pour une même cause, qui est de faire avancer la cause environnementale basée sur la science. Merci de t'occuper de ça. Merci de faire ça. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières années, là, un truc, tu es vraiment fier de ce que vous avez livré? Dans les dernières choses on est fiers, entre autres, les redevances sur l'eau au Québec. Faut savoir que dans le passé, on pouvait prélever de l'eau. Puis il n'y avait pas de coût qui était associé à ça. Alors maintenant, il y a un coût quand on la vendait, ajouté avec du sucre et autre chose. Là. Oui, voilà. Mais quand ces entreprises-là prélevaient de l'eau dans notre richesse collective, il n'y avait pas un coût. Fait que ça, on est content. C'est quelque chose qui peut être en place. Puis maintenant, il y a un fonds bleu qui permet aussi de financer les activités pour protéger nos ressources en eau. Trace Québec, qui est sur la traçabilité des sols contaminés aussi, pour s'assurer aussi que ça soit bien fait dans la légitimité. On a participé beaucoup aussi avec le gouvernement du Canada pour accueillir la COP 15 à Montréal sur la biodiversité. Alors vraiment, on essaie d'être présent sur l'ensemble des facteurs pour pouvoir justement accélérer cette transition. Super. Donc là, l'IA, oui. Comment vous l'utilisez? Chez Réseau Environnement, vu qu'on fait beaucoup de mémoire pour accompagner le gouvernement, autant du Québec, Canada, grosso modo, sur des politiques publiques, souvent, on fait des rencontres avec l'ensemble de nos membres. Comme je te disais, il y a une grande diversité. On a 1 heure ou 2 d'intensif que tous les membres ils se disent hey, voici des bonnes idées, etc. Puis on a des coordonnateurs techniques chez nous qui ramassent ces idées-là. Dans le passé, on faisait ça en personne dans nos bureaux de Montréal, fait qu'on avait des chapitres régionaux, etc. Maintenant, avec Teams, on peut justement rassembler tous les joueurs de façon virtuelle. Et maintenant, avec l'IA, on peut même faire l'enregistrement, la transcription. Et ça facilite beaucoup le travail de nos équipes parce qu'évidemment, on peut être concentré dans la rencontre plutôt que de prendre tout en note. Puis quand on a des choses aussi, des choses spécifiques qui reviennent, qu'on se dit « Ah, il y avait une bonne idée », mais on peut la rechercher facilement puis vraiment la pondre. Et par la suite, c'est sûr que ça demeure un outil. Moi, on le précise beaucoup dans nos équipes. C'est pas ça qui remplace nos gens, mais ça facilite puis ça nous permet de multiplier les mémoires, de multiplier justement l'impact qu'on peut avoir. Moi, puis d'ailleurs, on a eu des commentaires là-dessus. Les gens aiment ça quand je donne des conseils comme ça à brûle pour point. C'est comme un consulting gratuit, puis le monde aime ça. Moi, il y a 3 ans, j'avais un client. À cette époque-là, on était 2. Puis le client me demande de passer en entrevue 150 employés. Puis là, moi, je déteste me répéter dans la vie. Là. Genre, j'aurais été musicien là, d'un rock band, c'est sûr que je me suicidais. Parce que me promener de ville en ville, chanter les mêmes 12 chansons, pas capable. Donc, j'ai dit, il est hors de question que je passe 150 personnes en entrevue. Il y a une petite technologie qu'à peu près personne ne connaît, qui s'appelle Vidéo Ask. Vidéo Ask, ça permet d'enregistrer des vidéos de soi avec différents boutons où tu peux mettre en fonction des scénarios, qu'est-ce qu'il décide de cliquer ou peu importe. Et l'intervenant qui t'envoie le Vidéo Ask peut répondre à l'écrit ou à l'audio ou en vidéo. Donc, ça permettrait, par exemple, toi, en tant que de PDG d'environnement, du réseau environnement, tout le monde pourrait avoir l'occasion de dire ce qu'ils veulent dire au PDG. Et là, moi, ce que j'avais fait, parce que c'est pas vrai que je vais lire 150 fois des entrevues, donc j'avais tout envoyé ça dans une base de données et ensuite tout mâché ça par IA pour que chacun des points revienne juste une fois, puis que je puisse lire l'ensemble des points de tout le monde.
Donc, petit conseil comme ça, gratuit pour toi et pour vous à la maison. Et il Toujours un pourrait plaisir. même avoir une pondération pour voir combien de fois cette question-là est venue. Tu sais, si elle est ressortie À 20 fois. l'époque, quand je l'ai fait, la fenêtre de contexte, donc la quantité d'informations qu'un IA peut ingérer, était trop petite pour faire ça. Donc, le temps de réponse. Mais là, maintenant, avec les modèles pensants, là, on serait capable de dire le nombre d'occurrences. Je ne sais pas si c'est en français. Le nombre de fois qu'un point est revenu. Puis là, boum, comme ça. C'est vraiment pratique parce que là, je pense, cette semaine, on faisait un envoi pour notre plan stratégique qu'on remet à jour, puis on veut avoir justement le son de cloche de nos membres avec des mêmes questions. Alors, c'est bien noté. Idée gratuite. Continue. C'est intéressant. Alors, ça, chez Réseau Environnement, c'est une des applications, là, la transcription, entre autres, là, de nos rencontres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a sondé aussi dans les derniers jours, parce que Nicolas m'a dit on va faire une entrevue là-dessus. On a sondé nos membres pour savoir c'est quoi les utilisations sur le terrain qui se passent. Puis ça, je pense que c'est intéressant aussi de le partager. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Parce que la grande différence qu'on voit, c'est vraiment une augmentation de la productivité. L'environnement, comme l'ensemble des secteurs, Nicolas le mentionnait de façon plus tôt, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Alors, si on est capable de faire plus avec les mêmes ressources, ça nous intéresse beaucoup. Et ça, on le voit aussi du côté environnemental. Parce que, par exemple, je parlais avec des collègues en gestion des matières résiduelles. Les camions de matières résiduelles qui se promènent dans les rues, mais on est capable d'optimiser les routes avec l'intelligence artificielle. Ouais. Mais ça, c'est du temps. C'est bon pour notre pénurie de main-d'œuvre. C'est bon pour la productivité de cette entreprise-là. Puis c'est bon aussi pour l'environnement parce que ce camion-là qui se promène, évidemment, pollue aussi avec des GES. Fait qu'il y a tout ce côté multifacteur-là qui vient s'améliorer aussi. Là. Oui, puis pas juste ça. Si on est capable d'optimiser les routes, ne serait-ce que de 1%, bien, ça veut dire que sur 100 camions, il y en a un de moins qu'on a de besoin. Donc, c'est tout le minerai extrait, l'énergie mise dans la transformation et tout, de moins qu'on a. Plus qu'on est intelligent, moins qu'on consomme des ressources. Tout à fait, parce que vraiment le grand principe en gestion des matières résiduelles, on appelle ça le principe des 3 RVE. Alors, c'est réduction, la première chose qu'on compte faire, comme tu te mentionnes avec un camion. Puis sinon, réutilisation, recyclage, valorisation et finalement élimination. Alors, si on est capable de moins produire, évidemment, c'est gagnant autant pour l'économie que pour l'environnement, que pour la société aussi en termes de biodiversité de l'ensemble des enjeux. Tu sais, moi, je me promène d'un salon à un autre là, sur la planète, là, les trucs d'IA. J'aime beaucoup regarder ce qui se passe. Puis ça doit exister, mais j'en ai jamais vu des camions-bennes automatisés par IA. Parce qu'il y a les camions de livraison qu'on voit, il y a tous les équipements miniers qu'on voit, mais il me semble que de mettre un IA sur un camion-benne pour que justement ce camion-là puisse travailler même la nuit, parce qu'on collecte très peu les ordures la nuit, bien là, on viendrait de couper nos collectes, nos camions de moitié. Puis aussi l'impact sur la circulation et d'autres avantages qui seraient vraiment intéressants. Là, là, on se part une business. Ouais, mais comment tu appelles ça, un camion-benne? Un camion-benne, c'est rare que je suis capable de dire les bons mots en français. Oui, non, j'ai jamais entendu ce mot. Ça, sais-tu quoi? C'est parce que tu n'as pas encore d'enfant. Parce que c'est pourquoi? Parce que moi, j'ai tous les livres de tous les véhicules possibles. Donc, c'est le camion-benn de Ben, le tracteur de... Je me souviens plus c'est quoi le nom du gars, puis j'ai toute la série des petits livres comme ça. Okay. Donc, l'avion de Léon, puis ainsi de suite. Mais où est-ce que c'est aussi très intéressant en gestion des matières résiduelles? C'est une fois qu'on a collecté avec nos fameux camions-bennes, on ramène ça dans des centres de tri. C'est à cet endroit-là qu'on va prendre l'ensemble de la vitre, les cartons, etc. Puis ça, les centres de tri s'en viennent. On a une entreprise qui est formidable au Québec qui s'appelle Machinex. Puis justement, avec toute l'informatisation, toute la robotique qui est derrière ça, on est de plus en plus capable de faire des meilleurs tri, ce qui fait que par la suite, quand on parlait du principe des 3 RVE, la réutilisation ou même le recyclage, quand on a des meilleurs ballots qui ne sont pas contaminés avec plein d'autres choses, c'est vraiment plus facile de nous aider. Tu es en train de me dire qu'on a en ce moment au Québec des centres de recyclage où il y a des convoyeurs avec des lecteurs optiques puis on a des robots qui font le tri? Tout à fait. Je veux tellement voir ça. Oui, ça vaut la peine. Puis on va faire un field trip. Hey, y a-tu pensé on the road? Sur le terrain. On fait ça. Puis, tu sais, il y a encore des gens qui sont présents, mais beaucoup moins dans ces nouvelles installations-là. Et le niveau de contamination diminue beaucoup, ce qui nous permet, parce que le gros enjeu, quand on parle de recyclage, parce qu'on consomme beaucoup au Québec. On génère beaucoup de déchets. Mais quand on est capable justement de faire des bons tris, mais après ça, des entreprises, après ça, qui veulent réutiliser du papier,
mais ils veulent pas que ça soit contaminé. Oui, fait que là, il y a une meilleure valeur sur le marché, on est capable de faire des meilleurs débouchés. Fait que c'est toute une boucle qui vient vraiment nous aider en termes de productivité et aussi d'économie verte. Puis ça, est-ce que c'est un vrai produit déployé dans plusieurs centres de tri ou c'est un labo quelque part puis on attend pour le déploiement? Non, dans l'est de la ville, je peux penser à Matrec, entre autres, là, qui c'est opérationnel à des très, très gros volumes. Fait que ça, oui, je pense que c'est un exemple qui vaut la peine d'aller voir. Incroyable. On en a d'autres aussi en biodiversité. On parlait tantôt de la COP15 qui est venue à Montréal. Maintenant, la biodiversité, avant, on avait des gens sur le terrain. C'était très difficile d'aller voir ce qui se passait avec la faune, la flore. Maintenant, avec des drones, on est capable d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Avec les pics-bois, les trous qu'il y a dans les arbres, on est capable de déceler c'est quel type de pic. Alors, tout l'inventaire des espèces. On a même Mila qui est allé là, plus au sud, en Amérique centrale, Amérique du Sud, qui ont mis l'intelligence artificielle et qu'on a découvert des espèces qu'on ne connaissait même pas qui existaient sur la planète. Alors vraiment, c'est phénoménal ce qu'on réussit à faire d'une façon de productivité, puis pas juste de productivité, mais aussi d'aller plus loin que qu'est-ce qu'on était capable de faire. Et je veux t'emmener sur un terrain, mais juste avant, y avait-tu d'autres choses que tu voulais nous dire par rapport à votre utilisation de l'IA? Il y en aurait beaucoup, mais je vais te laisser y aller, puis je vais pouvoir bon. poursuivre aussi dans ce sens-là. Moi, je fais partie de ceux qui croient que... Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas utiliser l'IA parce que ça pollue l'eau, puis ainsi de suite. Puis, tu sais, j'ai vu une étude récemment là, qui a été debunked. Je ne sais pas comment dire debunked en français. Démystifié. Qui a été démystifiée ou qui a été montré qu'elle était fausse. Dévalidée. Invalidée. Invalidé, pardon. Donc, sur l'utilisation de l'eau dans les data centers, puis elle s'était trompée par un facteur de 100 000. Fait qu'au moins, on a eu un tweet qui a dit « Je m'excuse », mais tout le monde qui en a parlé pendant un an et demi, ça c'est... Donc, il y a encore des gens qui croient que ça consomme énormément d'eau. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation? Parce que le drone, il a fallu polluer pour créer ce drone-là. Mais c'est qu'à quelque part, si on veut être capable de faire ces inventaires-là, si on veut les robots qui font le tri, il me semble qu'il faut accepter à un moment donné de prendre des ressources naturelles de façon intelligente pour pouvoir recycler et réutiliser. Tout à fait. C'est un bon enjeu que tu amènes. Puis évidemment, chez Réseau Environnement, c'est un enjeu qui préoccupe nos membres. Autant question de la gestion de l'eau, question de la gestion d'énergie. Il y a quand même de l'IA sobre aussi. Il y a des façons d'utiliser l'IA d'une façon aussi intelligente aussi. Mais ça, là, tous les programmeurs depuis 2 semaines, depuis que le party est fini avec Anthropic, là, tout le monde a compris que tu veux sauver des tokens. Moi, en fin de semaine, j'ai travaillé sur un truc qui prenait 300 000 tokens. Je l'ai emmené à 200 tokens. Donc, je pense qu'il y a de l'optimisation. Puis l'IA peut même nous aider à optimiser tout ça. En passant les tokens pour les membres à la maison, parce qu'il faut que je l'explique à toutes les fois que je dis c'est quoi un token, c'est comme un watt de l'intelligence artificielle. Donc, c'est l'unité de mesure, on pourrait dire. Je simplifie beaucoup, mais on peut dire qu'un token, c'est ça. Puis, tu parlais aussi, on parlait de la gestion de l'eau, mais la gestion de l'eau aussi, nous autres, de plus en plus, qu'est-ce qu'on promouvoit chez Réseau Environnement, au-delà de l'intelligence artificielle, 1% de l'eau, on a besoin qu'elle soit potable. La plupart de nos utilisations, comme pour l'intelligence artificielle, on n'a pas nécessairement de la rendre au stade de potable. Alors, il y a tout le principe de réutilisation aussi de l'eau, avec l'eau de pluie, etc. Fait qu'il y a d'autres façons aussi qu'on peut voir les choses. Au Québec, on est chanceux de l'énergie renouvelable. Si on utilise, le Québec, je pense qu'on est fertile pour l'intelligence artificielle parce qu'on a cette énergie renouvelable-là. Puis je trouve que c'est intéressant aussi, Hydro-Québec qui arrive à dire on n'a pas le même tarif pour les résidents, qui est une consommation essentielle pour bien vivre, versus on peut avoir un tarif spécial qui est plus élevé pour d'autres utilisations. Fait il y a des façons, je pense, de nuancer le débat pour arriver aussi à des solutions qui font du sens. Puis surtout, mais de comparer, tu l'as mentionné, si on arrive avec plus de productivité ou des gains qu'on n'était pas capable de faire auparavant, bien, si on est rendu plus productif dans notre virage vers l'économie verte, bien, c'est correct de prendre cette intelligence artificielle-là pour accélérer le passage. Mais 2-3 trucs. Un, je pense qu'au Canada, on a beaucoup d'annonces sur des AI Factory ou des Token Factory, mais dans les faits, produire des tokens au Canada, c'est marginal. On a hâte que ça change. Pour l'instant, c'est ça, malheureusement. Mais il y a de quoi que tu dis, puis tu sais, moi, je ne suis pas un expert en environnement, puis je vais le montrer par ce que tu viens de m'éblouir. Là. En fait, c'est que dans 100 ans, on va rire de nous qu'on filtrait l'eau de toilette aussi bien que l'eau qu'on boit. Parce qu'il y a un coût environnement à rendre nos toilettes potables. Mais à travers tout ça, il y a tellement... Il faut que je me concentre sur aller pas sur 20 directions en ce moment. Okay. Mais, tu sais, premièrement, juste, on parlait de l'intelligence artificielle versus nos consommations. J'en parlais avec Nicolas juste avant l'entrevue. Juste la façon qu'on s'alimente, la façon de choisir dans quoi on investit à la bourse, la façon qu'on fait des achats, la façon qu'on fait nos transports, la façon qu'on isole nos bâtiments a beaucoup plus d'impact
que de dire je vais faire une requête à l'IA. Tu sais, des fois aussi, il y a l'aspect de relativiser l'ensemble. En même temps, ce qu'on sait, puis ce que nos experts nous disent, c'est que l'intelligence artificielle croît de façon exponentielle, va aller de plus en plus loin. Je pense qu'il faut le garder en tête, il faut penser à ça, cette IA sobre. Mais pour revenir à ta question de la fameuse toilette, puis de beaucoup d'autres usages là, dans la maison, ou même, je te challengerai encore plus, l'eau de la piscine, l'irrigation extérieure qu'on fait pour le gazon. Mais de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est extérieur, on peut prendre la réutilisation d'eau de pluie, on a plein de pluie, on peut avoir des... Quand on construit une maison, on a le camion benne, on a des pépines aussi, mais quand on fait une pépine pour la maison, on peut faire un trou dans la cour, puis avoir un grand réservoir d'eau de pluie, et tout ce qui est utilisation d'eau à l'extérieur, qui consomme 50%, qui augmente de 50% notre consommation pendant l'été, pourrait être fait par l'utilisation de l'eau. Puis là, l'intelligence artificielle est super intéressante parce qu'avec les compteurs intelligents maintenant, si on prend dans le domaine de l'eau, on peut le voir dans l'électricité avec ILO, mais dans le compteur intelligent, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, il commence à nous déceler toutes les consommations normales ou des fuites d'eau. Puis on a des exemples, là, même en Montérégie, qu'on a sauvé là, des millions de litres d'eau dans un cas d'une maison où est-ce qu'il y avait un système là, pour remplir la piscine qui était défectueux. Puis, comment le savoir? Mais avec un compteur d'eau intelligent, on a été en mesure justement de détecter cette fuite-là puis d'aller faire une intervention qui coûtait à la société très cher parce qu'en ce moment au Québec, on sait aussi que c'est un autre enjeu, mais on ne paye pas aussi la juste valeur des services en eau. Des millions de litres d'eau. Oui, j'ai le chiffre exact parce que ça, c'est juste une maison? Oui, c'était juste une maison. Je vais vous retrouver l'exemple. Alors, c'était dans une résidence avec une piscine. C'est une fuite de plus de 200 litres par heure qui venait d'un système de remplissage automatique d'une piscine. Puis ça représentait un volume annuel de 1,75 million de litres d'eau par terre gaspillée. C'est le genre d'exemple où est-ce que, oui, on utilise l'IA, mais avec les gains qu'elle nous fait faire, le watt ou les quelques litres que ça nous a coûté en termes d'intelligence artificielle, on va en chercher beaucoup plus. Alors, c'est là de le faire de façon intelligente. Puis tu vois, même parlant de ça de façon intelligente, je ne sais pas tant à quel point c'est de l'IA qui a fait ça ou si c'est juste d'avoir mesuré les données puis d'appliquer la consommation par rapport à l'écart type dans une méthodologie Six Sigma. Là, je m'excuse, ça ne sonne pas tout à fait français, là. Mais tu sais, parce que ça, parce qu'il y a une règle en IA, là, puis ça, il faut que les gens comprennent, les entrepreneurs qui nous écoutent. Une règle en IA, c'est tout ce que tu peux faire sans utiliser l'IA, tu le fais sans utiliser l'IA. Parce qu'une requête simple à un serveur va toujours consommer infiniment moins et emmener, ça annule pratiquement les possibilités d'erreur versus faire une requête à l'IA. Puis écologiquement aussi, parce que je crois que, d'après moi, c'est comme ça que ça a été utilisé. D'après moi, de la manière qu'ils l'ont développé, c'est probablement juste des cas statistiques par rapport à l'utilisation de l'eau. Oui, bien, c'est au Québec, là, pour faire une histoire courte, avant, on a environ là, une dizaine de pourcentages, là, près de 20% des résidences au Québec qui ont des compteurs d'eau. La plupart des gens qui avaient un compteur d'eau, ils regardaient au début de l'année, c'est quoi la consommation, ils la notaient sur un bout de papier. Ils regardaient à la fin de l'année, ils notaient sur le bout de papier, puis ils envoyaient ça à la municipalité pour être tarifé. Évidemment, quand on fait ça, pas beaucoup de possibilités de faire de l'analyse à travers ça. Maintenant, avec les compteurs intelligents qu'on a embarqués, c'est qu'on fait de l'analyse de débit de nuit. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la nuit, quand normalement, tout devrait être très calme. Mais là, on voit soit des anomalies, des fuites. On peut voir des anomalies sur des fuites, autant sur la maison, mais de plus en plus, on est même capable, sur nos réseaux d'aqueduc aussi, de faire des analyses de débit de nuit, d'aller trouver les fuites avant que les fuites nous trouvent. Ben oui, parce que tu as des compteurs sur les artères, tu as des compteurs sur les maisons, puis là, tu dis les maisons ne consomment pas, mais j'ai de l'eau qui passe. Voilà. Ah, wow. Très cool. Super intéressant. On pourrait creuser ça tellement loin pour voir tous les cas d'usage. Oui. Mathieu, merci beaucoup. C'était super intéressant. Y as-tu pensé? Donc, David, cette semaine, une autre belle semaine en IA. Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Ah, il ne s'est rien passé cette semaine. Non, rien. vraiment pas. Écoute, mon vendredi a été tellement complexe. Là, ça, c'est difficile vendredi. Donc, c'est il y a une semaine. Je commence à travailler sur un projet. Là, je suis en train de faire de l'optimisation d'un open cloud pour sauver des tokens. Puis là, je me dis, tiens, je vais mettre Cloud Code en compétition avec un autre outil. Fait que là, je m'en vais sur l'autre outil. Puis c'était Replit. Fait que là, les gens qui aiment Replit vont dire yeah, les gens qui n'aiment pas Replit vont dire ah, c'est pourri. Mais je dis, hey, je vais comparer. Fait que là, je me connecte sur Replit. Puis là, j'ai le nouveau opus est sorti. Jeudi, pardon. Fait que là, le nouveau opus est sorti. Opus 4.7, un meilleur modèle, plus fort, programme mieux et tout, avec des meilleures capacités de design. Fait que là, j'essaye ça. Et ils ont sorti même leur propre outil de design. Outil de design, exactement.
Donc voilà, ça c'est le site que j'ai pu créer. Donc tu peux voir la qualité du design. On était vraiment, vraiment pas là la semaine d'avant, là. Beau comme ça, là. Puis tout est connecté, les liens fonctionnent, c'est fluide, le design est intéressant. Donc, Opus est magnifique, là. Ouais. Opus 4.7. Dans les autres nouvelles... Puis là, en même temps, Perplexity sur l'heure du dîner, parce que là, moi, il est 11h quand je vois ça, l'heure du dîner, Perplexity lance Personal Computer. Là, j'ai comme, tabarouette, parce que c'est deux des compagnies que j'aime beaucoup. Et c'est quoi Personal Computer, rapidement? Écoute, c'est comme les autres, en fait, où c'est un système qui permet de prendre le contrôle de ton ordi et d'accomplir des tâches en background. Donc, c'est comme si tu avais ton adjoint ou ton adjointe avec toi en train de travailler sur ton ordi. OK, donc un autre agent. C'est un autre agent. Ça ressemble un peu à Opus qui contrôle le furteur et Opus qui contrôle l'ordinateur. C'est juste que Perplexity, ils ont toujours la petite sauce spéciale de prompt engineering puis de contexte. La semaine dernière, on ne savait pas c'était quoi le mot prompt. Donc, les auditeurs, j'ai regardé les commentaires, c'est soit requête. Prompt, ça se dit, ça se comprend, mais requête. Mais encore plus spécifique, le mot est... C'est une invite. Une invite. Ah, OK. Bon. Ouais, selon l'Office de la langue québécoise. Ah ouais. Bon, merci beaucoup. Puis donc, c'est ça, Anthropic a fait son outil design, donc pour faire des documents, des beaux documents. Là, ce matin, pour l'enregistrement, en fait, hier soir, ChatGPT a lancé ChatGPT 5.5, donc on en parlera la semaine prochaine, on ne peut pas en parler cette semaine. Là, tout le monde veut aller chercher les tokens d'OpenClaw. Donc, l'idée là, d'un agent qui fait un paquet de tâches pour vous, parce que là, c'est rendu que ça coûte trop cher. Fait que là, X embarque dans la game. Il y a quelque chose de très, très drôle qui est arrivé cette semaine, et c'est Allbirds. Une entreprise de chaussures. Une entreprise de chaussures qui est à la bourse, qui a fondu comme neige au soleil à la bourse. Ouais. C'était horrible depuis leur appel à l'épargne publique. Et là, ils ont dit, hey, savez-vous quoi, on fait de l'AI. Donc, ils ont passé de souliers à AI et l'action a fait x7, x8. Là, 600% en bourse. Après, il a rechuté un peu. Ouais. Puis ce qui est très, 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 très drôle de Allbirds, c'est que moi, je passais du temps dans Silicon Valley quand Allbirds était vraiment, vraiment hot, là, juste avant leur IPO, parce que je levais des fonds là-bas. Je passais une semaine par mois dans Silicon Valley. Je faisais ça pendant un petit peu plus qu'1 an et demi. Puis Allbirds, c'était les VC qui disaient, regardez, on est capable d'investir dans d'autres choses que de la tech. Regardez, on est capable de faire d'autres choses. Puis là, tu vois que ça l'a fondu comme neige au soleil, ça devient de la tech et ça remonte. C'est juste trop beau. Et puis, étude du Boston Consulting Group qui a été publiée dans le Harvard Magazine sur le brain fry à cause de l'AI. Donc, c'est les gens un peu comme moi qui utilisent trop d'agents en même temps. Il paraît que si tu utilises plus que 3 agents en même temps, ça l'épuise énormément le cerveau. Le cerveau humain. Le cerveau humain. OK, intéressant. Parce qu'on passe trop de temps à déloader de l'information, à rentrer dans le contexte d'un agent puis le contexte d'un autre agent. Tu sais, c'est un peu comme les joueurs d'échecs qui sont capables de jouer contre 8 personnes en même temps. Oui. On trouve ça impressionnant parce qu'ils sont capables de loader, déloader, charger, décharger, d'une partie à l'autre. Mais là, c'est comme si tu faisais ça constamment, mais avec des subalternes, des gens qui travaillent pour toi, puis qui te demandent la permission de faire quelque chose. Donc, tu passes d'un projet, tu as comme 8 projets en même temps. C'est comme un gestionnaire qui a trop d'employés, qui exactement. doit se gérer lui-même. Puis il y a des entreprises qui ont agi de façon très, très, très maladroite de dire on va mesurer la performance de nos employés par le nombre de tokens. Donc là, ce qui arrive, les employés veulent faire rouler les agents le plus possible, mais il faut mesurer par rapport à la qualité du travail livré, à l'impact du travail. Puis là, ça va amener une immense réflexion. Ça serait fun d'avoir quelqu'un, des gens des CRHA, puis de discuter avec eux de 100%. L'impact de l'IA sur le travail ou un psychologue sur l'impact sur le cerveau, parce qu'on les voit, là, elles sont là. Puis même moi, je me sens victime du AI brain fry. Là. Parfois, quand je viens de terminer une session de travail, c'est quand, wow, j'ai su consommer une substance quelconque. Là. Donc, faire attention à ça. Donc, c'est tout pour cette semaine. Une autre belle semaine en IA. Une autre belle semaine en IA. Et on a très hâte de vous voir la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Y as-tu pensé? Comprendre, apprendre, s'adapter. Y as-tu pensé?
L'intelligence artificielle peut créer énormément de valeur pour votre entreprise, en temps et aussi en argent. Tout ça à condition de viser juste dès le départ. Bullseye AI, la firme de stratégie IA dirigée par David Proulx, vous aide à choisir le bon projet et former vos équipes rapidement. Bullseye AI, fier de vous avoir présenté le balado Y as-tu pensé?